Et si je vous disais que le tarot n'a jamais eu pour vocation de prédire l'avenir, et si sa véritable puissance était bien plus grande, plus systémique que ce que vous imaginez, certains y voient un oracle mystique, capable de lever le voile du temps. D'autres les relèguent au rang de simples illustrations pour charlatans, mais la vérité, comme souvent, est bien plus captivante et nuancée. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les cartes de tarot. Nous allons séparer l'ancienne sagesse des mythes modernes pour découvrir ce qu'elles sont réellement, un système divinatoire ancestral ou un outil psychologique d'une précision étonnante. Regardez jusqu'à la fin, et je vous garantis que vous verrez ce jeu énigmatique sous un jour totalement nouveau, que vous croyiez à la magie ou non. Notre toute première conclusion risque d'ailleurs de vous surprendre. Et vous, au fait, de quel côté êtes-vous? Dites-le-moi tout de suite en commentaire. Pour vous, le tarot, c'est de la magie ou de la psychologie? Ceci étant dit, commençons par déconstruire le mythe le plus répandu. Les cartes de tarot ne viennent pas de l'Égypte ancienne. Elles n'ont pas été conçues par des sages de l'Atlantide, ni transmises secrètement par des barons gitans. La réalité est bien plus terre-à-terre. Les premiers jeux que nous connaissons sont apparus en Italie au milieu du XVe siècle. Et vous savez à quoi ils servaient? À jouer à un jeu de cartes appelé le tarocchi. Oui, c'était juste un divertissement populaire chez les aristocrates. Le jeu comportait 4 couleurs, comme dans nos jeux de cartes modernes, plus 22 cartes spéciales, les triomphes, triomphi. Ces fameux triomphes sont d'ailleurs devenus plus tard les arcanes majeurs. L'aura mystique autour du tarot n'est apparue qu'à la fin du XVIIIe siècle. Des occultistes français comme Éteilla et Eliphas Lévy ont associé les cartes à la Kabbale, à l'astrologie et à la mythologie égyptienne. Et le célèbre jeu de Rider-Waite, que nous connaissons tous, n'a été publié qu'en 1909. Cette prétendue énigme multimillénaire est donc davantage le résultat d'un excellent marketing que d'une tradition ancestrale. Pour commencer, penchons-nous sur la manière dont le modèle prédictif du tarot est perçu par ses adeptes. L'idée fondamentale repose sur le concept que l'univers tout entier est un flux d'informations unique et continu. Tous les événements sont interdépendants, et ce que nous appelons hasard n'en est en réalité pas un. Dans cette optique, les cartes du tarot ne sont qu'un outil permettant de se connecter à ce flux et d'en décoder des informations sur un avenir probable. On estime que, lors du brassage du jeu et du tirage des cartes, la personne qui pose la question influence le résultat, soit par sa propre énergie, soit par l'entremise de forces supérieures. Ainsi, les cartes tirées ne constituent pas un assemblage aléatoire, mais bien une réponse symbolique à la question posée. Ce mécanisme s'apparente au principe de synchronicité décrit par le psychologue Carl Jung. Il s'agit d'un phénomène où 2 événements ou plus, sans lien de causalité apparent, se produisent simultanément et revêtent un sens significatif pour l'observateur. Pour les adeptes de l'approche mystique, un tirage de tarot est donc perçu comme un acte de synchronicité pure, où l'état intérieur d'une personne trouve son reflet dans le monde extérieur à travers les symboles des cartes. Et maintenant, examinons ce même processus du point de vue d'un psychologue. Que se passe-t-il exactement quand nous regardons une carte? Nous ne voyons pas seulement une simple image, mais un véritable symbole chargé de multiples significations. Notre cerveau entame alors immédiatement un processus d'interprétation. C'est ce que l'on appelle la projection. Nous projetons sur cet objet neutre ou cette image polysémique l'ensemble de nos propres pensées, nos peurs, nos espoirs et nos expériences vécues. Imaginez que vous regardez les nuages. L'un y verra un dragon, l'autre un château, et un troisième la tête de son chien. Pourtant, le nuage est le même pour tous, mais chacun y voit quelque chose qui lui est propre, quelque chose qui est déjà profondément ancré dans son monde intérieur. Il se passe exactement la même chose avec les cartes de tarot. Prenons la carte de la tour, qui représente un édifice en pleine destruction. Pour certains, elle sera un symbole d'effondrement ou de catastrophe. Pour d'autres, ce sera le signe d'une libération, le fait de se débarrasser du vieux et de l'inutile. En réalité, les cartes ne nous apprennent rien de nouveau. Elles agissent simplement comme un miroir, reflétant ce qui est déjà enfoui dans notre inconscient.
Elle nous aide à mettre ces éléments en lumière et à les formuler clairement. Pour mieux comprendre, plongeons-nous dans la structure du tarot. Vous allez voir à quel point elle est profondément psychologique. Les 22 arcanes majeurs ne sont pas une simple collection d'images aléatoires. De nombreux chercheurs, comme Joseph Campbell par exemple, y voient une description métaphorique du célèbre voyage du héros. C'est une histoire universelle qui se trouve au cœur de la plupart des mythes, des contes et même des blockbusters hollywoodiens. Ce chemin commence avec la carte du fou, qui symbolise l'innocence, le commencement de l'aventure, le potentiel pur. Le héros fou s'élance dans un périple où il rencontre des personnages archétypaux et traverse des épreuves. Il rencontre le magicien, la volonté et la maîtrise, l'impératrice, la créativité et la bienveillance, et l'ermite, la quête de sagesse dans la solitude. Il affronte le diable, les tentations et les dépendances, et subit l'épreuve de la tour, la destruction des vieilles structures et des illusions. Le point culminant de ce voyage est la carte du monde, qui symbolise la complétude, l'harmonie et l'achèvement du cycle. Ainsi, un tirage des arcanes majeurs peut être interprété, non pas comme une prédiction future, mais comme un outil de diagnostic. Où en êtes-vous exactement dans votre propre voyage du héros personnel? L'idée du voyage du héros est intimement liée à la notion d'archétype, un concept fondamental introduit par Carl Gustav Jung en psychologie. Ces archétypes sont des modèles universels et innés, des structures de pensées et d'images qui résident dans l'inconscient collectif de toute l'humanité. Ce sont des personnages ou des scénarios de base immédiatement reconnaissables par toutes les cultures. Pensez au sage ancien, à la grande mère, au trickster ou bien sûr au héros lui-même. Jung affirmait que ces formes se manifestent dans nos rêves, nos mythes, notre art et nos fantasmes. Et maintenant, examinons les arcanes majeurs du tarot. N'est-ce pas là une galerie des archétypes les plus purs? L'empereur, par exemple, incarne l'archétype du père, de la structure, de l'autorité et de l'ordre. La papesse représente l'intuition, le mystère, la connaissance cachée. Les amoureux symbolisent le choix et l'union des opposés. Quant à la force, elle n'évoque pas une puissance physique brute, mais l'archétype de la maîtrise intérieure, la capacité à dompter ses propres bêtes intérieures. En travaillant avec ces cartes, nous entrons essentiellement en dialogue avec les couches les plus profondes de notre propre psyché. Chaque carte nous aide à reconnaître quel archétype est actuellement actif dans notre vie et comment son énergie influence nos décisions et nos actions. Si les arcanes majeurs représentent les grands archétypes et les moments cruciaux de notre existence, les arcanes mineurs, eux, sont les instantanés de notre quotidien. Ils se divisent en 4 séries, chacune régissant une sphère spécifique de l'expérience humaine. Cette répartition rappelle d'ailleurs de manière frappante la classification des domaines de vie utilisée en coaching moderne. La série des bâtons, associée à l'élément feu, représente notre énergie, la passion, la créativité, la carrière et les ambitions. Elle couvre tout ce qui touche à l'action et à l'accomplissement personnel. La série des coupes, l'élément eau, est le miroir de nos émotions, de nos sentiments, de nos relations, de l'amour et de notre intuition. La série des épées, liée à l'élément air, est le domaine de notre intellect, des pensées, des idées, de la communication, mais aussi des conflits et des décisions que nous devons prendre. Enfin, la série des deniers, ou pentacles, reliés à l'élément terre, englobe tout ce qui est matériel, l'argent, la santé, le travail, le foyer et notre corps physique. En étudiant les cartes des arcanes mineurs dans un tirage, nous pouvons analyser avec une grande précision ce qui se passe dans chacun de ces domaines de vie et identifier très clairement la source de nos joies ou de nos préoccupations. L'acte de tirer les cartes lui-même, ou, si l'on préfère, la consultation psychologique assistée par les cartes, constitue un rouage essentiel de tout ce mécanisme. Appelons cela un rituel. Quelqu'un arrive avec une question qui le tracasse. Il se concentre, mélange le jeu et dispose les cartes selon un tirage ou un schéma précis.
Que se passe-t-il exactement à ce moment-là, d'un point de vue psychologique? Un espace particulier se crée, isolé du tumulte et de la routine quotidienne. C'est un peu comme aménager un cabinet de psychologue éphémère. Ce rituel aide la personne à détourner son attention du monde extérieur pour la diriger vers son intériorité. Le mélange monotone des cartes peut induire un léger état méditatif. Le mental rationnel se met en veille, laissant la place à l'intuition et au processus subconscient. Le simple fait de consacrer du temps et une attention focalisée à son problème est déjà en soi thérapeutique. Quant à la structure du tirage, où chaque position a une signification spécifique, par exemple le passé, le présent ou les facteurs cachés, elle permet de structurer des pensées souvent chaotiques et d'examiner la situation sous des angles différents, parfois même inattendus. L'élément crucial qui fait vraiment marcher le tarot, c'est la puissance du récit, le fameux storytelling. Un tirage n'est pas une simple collection de prédictions isolées, c'est en fait la trame narrative d'une histoire. Le tarologue, ou même la personne qui fait son propre tirage, endosse alors le rôle de narrateur. Sa mission est de relier les symboles des cartes individuelles pour former un récit unique, logique et parfaitement compréhensible. Voici la carte du passé, voici ce qui se déroule au présent, et voici vers quoi cela pourrait vous mener. Notre cerveau est câblé pour adorer les histoires. Nous pensons en termes de narratifs et nous comprenons le monde uniquement à travers eux. Un bon récit donne du sens aux événements les plus épars de notre vie. Pessier. Lorsque nous obtenons ce type d'histoire sur notre propre situation, cela nous permet d'avoir une vue d'ensemble, d'identifier clairement les liens de cause à effet et surtout de trouver un sens à ce que nous vivons. En substance, avec l'aide des cartes, nous sommes en train de créer un mythe thérapeutique sur nous-mêmes. Cette histoire peut offrir un nouveau regard sur le problème, suggérer une issue inattendue ou simplement nous redonner un sentiment de contrôle et de compréhension. Et ce simple sentiment est suffisant pour apaiser notre anxiété. À ce stade, un autre mécanisme psychologique puissant entre en scène, le biais de confirmation ou confirmation bias. C'est notre tendance naturelle à chercher, à interpréter et à mémoriser les informations qui confirment nos croyances ou hypothèses préexistantes. Et, par conséquent, nous avons tendance à ignorer tout ce qui pourrait les contredire. Comment cela s'applique-t-il au tarot ? Prenons un exemple. Vous êtes inquiet pour votre travail et craignez d'être licencié. Dans un tirage, la carte du 10 d'épée apparaît, celle où l'on voit une personne transpercée par 10 épées. Votre cerveau s'accroche immédiatement à cette image et se dit « Ah, je le savais bien, c'est la fin ». Vous ignorerez la carte adjacente comme le soleil qui symbolise le succès et la joie ou l'as de denier qui annonce une nouvelle opportunité. Vous ne retiendrez que l'interprétation qui valide votre peur. Pontcatar. C'est précisément pourquoi les tirages semblent souvent si vrais. En réalité, ils ne prédisent pas l'avenir, mais ils mettent en lumière ce que nous croyons déjà ou ce que nous craignons inconsciemment. Un bon tarologue est justement là pour vous aider à voir la globalité du tableau et pas seulement la partie qui confirme vos angoisses. On dit souvent que pour pratiquer le tarot, l'intuition est indispensable. Mais qu'est-ce que l'intuition au juste? Dans un sens mystique, c'est la faculté de recevoir des informations de l'extérieur, des forces supérieures. Mais, du point de vue de la psychologie cognitive, l'intuition est le résultat d'un traitement rapide et inconscient de l'information fondé sur notre expérience passée. C'est la capacité de notre cerveau à reconnaître instantanément des schémas et à tirer des conclusions, sans passer par une longue analyse logique. Lorsqu'un tarologue expérimenté examine un tirage, il ne voit pas seulement des cartes individuelles, il perçoit une image globale, la prédominance de certaines couleurs, les nombres qui se répètent, l'interaction des symboles. Son cerveau, entraîné par des milliers de lectures, capte instantanément ces schémas et fournit une interprétation cohérente et complète. C'est comparable à la façon dont un médecin chevronné pose un diagnostic à partir de symptômes à peine perceptibles, ou comment un joueur d'échecs anticipe une combinaison gagnante plusieurs coups à l'avance. En ce sens, la pratique du tarot est un excellent entraînement pour développer précisément ce type d'intuition, l'intuition psychologique.
Vous apprenez à faire confiance à vos premières impressions et à remarquer les liens subtils entre les événements. Alors, quelle est la conclusion qui s'impose? La meilleure métaphore pour décrire le tarot, c'est celle du miroir. Elle ne nous révèle pas un futur externe ou inéluctable, à la manière d'une boule de cristal. Au contraire, elle nous renvoie notre propre reflet. Un tirage de tarot est, par essence, une photographie instantanée de votre monde intérieur à un moment précis. Il révèle quelles pensées dominent votre conscience, les épées, les émotions qui vous traversent, les coupes, votre niveau d'énergie actuel, les bâtons et la manière dont vous vous positionnez dans le monde matériel, les deniers. Il met en lumière vos peurs cachées, vos désirs secrets, vos conflits internes et vos ressources inexploitées, et c'est là que réside une valeur inestimable. Bien souvent, nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe réellement en nous. Nous vivons en pilote automatique, nous réprimons nos émotions et ignorons cette petite voix, celle de l'intuition. Le tarot, tel un miroir impartial, nous interpelle. Regarde, voici ce qui t'habite en ce moment. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ce n'est pas une prédiction, c'est un diagnostic. Et après un diagnostic précis, il est enfin possible de prescrire le traitement adéquat. Il y a une quantité impressionnante de mythes et de superstitions autour du tarot. En réalité, tout ça n'a absolument rien à voir avec le système en lui-même. Déboulonnons ensemble les croyances les plus tenaces. Premier mythe, on ne doit pas acheter son jeu soi-même, il faut se le faire offrir. C'est complètement faux. Au contraire, il est vivement conseillé de choisir votre jeu vous-même, de manière intuitive. Prenez celui dont les images vous parlent et résonnent en vous. C'est votre outil de travail, après tout. C'est comme choisir un bon livre ou un instrument professionnel. Deuxième mythe, il ne faut pas tirer les cartes aux autres car vous absorbez leur karma. Cette croyance est purement basée sur la peur. Si vous considérez le tarot comme un outil psychologique, vous aidez simplement la personne à mieux se comprendre. C'est l'équivalent d'une discussion honnête et profonde avec un ami. L'essentiel est de respecter une éthique stricte et de ne jamais imposer vos interprétations. Troisième mythe, les cartes renversées sont systématiquement de mauvais augure. Pas du tout. Une carte à l'envers peut signifier une énergie bloquée, un excès ou un manque de la qualité qu'elle représente, ou elle peut indiquer des processus internes plutôt qu'externes. C'est juste une couche d'informations supplémentaires, rien de plus. Ces mythes dressent une barrière inutile et transforment en mystère un outil d'introspection qui est en réalité simple et élégant. L'une des applications les plus fascinantes et pratiques du tarot dépasse largement le cadre de la divination et de la psychologie. C'est un outil extrêmement puissant pour le brainstorming et le développement de la créativité. Imaginez que vous soyez un écrivain et que vous soyez bloqué dans votre intrigue. Que doit faire votre personnage ensuite? Tirer une carte. Supposons que vous tombiez sur le chariot. Cela pourrait suggérer l'idée d'un voyage, d'un bond en avant ou de la nécessité de prendre le contrôle de la situation. Ou peut-être êtes-vous un entrepreneur réfléchissant à une nouvelle stratégie marketing. Vous tirez la papesse. Il faudrait peut-être miser sur le mystère. Créer de l'intrigue autour du produit, au lieu de révéler toutes vos cartes immédiatement. Les cartes fonctionnent comme un générateur d'idées aléatoires. Elles sortent notre esprit de ses schémas habituels et nous obligent à envisager le problème sous un angle totalement nouveau. Chaque carte est un monde d'images et d'associations qui peut déclencher une chaîne de pensée non conventionnelle. Beaucoup d'artistes, de designers et même d'ingénieurs utilisent cette méthode pour surmonter la crise créative et trouver des solutions originales. C'est un pur exercice cérébral, dénué de toute connotation mystique. Il existe un autre biais cognitif qui explique pourquoi les prédictions des tarologues nous paraissent si justes. C'est l'effet Barnum ou l'effet Forer. Il repose sur le fait que les gens accordent une grande crédibilité à des descriptions de personnalités qu'ils croient faites sur mesure, alors qu'elles sont en réalité très générales et pourraient s'appliquer à n'importe qui. L'exemple classique, ce sont les horoscopes. Des phrases comme « Vous doutez parfois de vous, mais en situation critique, vous êtes capable de faire preuve de fermeté » ou « Vous aspirez à l'indépendance mais avez besoin du soutien de vos proches » sont valables pour 99% des gens. De nombreuses interprétations du tarot
surtout de la part de praticiens peu expérimentés, sont basées sur ce même principe. Par exemple, votre vie est actuellement en pleine période de transformation, un choix important s'annonce, ou encore, dans le domaine relationnel, il y a des questions en suspens. Ces phrases frappent juste, non pas parce que les cartes ont prédit quoi que ce soit, mais parce qu'elles sont suffisamment floues pour que chacun puisse y retrouver un écho de sa propre situation. C'est essentiel de comprendre ce mécanisme pour ne pas tomber dans le piège de cette pseudo-clairvoyance. La puissance intégrale du tarot réside dans son langage symbolique. L'humanité pensait en symboles bien avant l'invention de l'écriture. Les peintures rupestres, les ornements, les signes religieux, tous sont des moyens de communiquer une idée complexe à travers une image simple et évocatrice. Notre cerveau est configuré par l'évolution pour décoder les symboles. Lorsque nous voyons l'image du soleil sur une carte, nous décryptons inconsciemment toute une couche de signification, la joie, la clarté, la chaleur, la réussite, la vie, la conscience. Lorsque nous voyons la lune, ce sont l'intuition, les mystères, le subconscient et la cyclicité qui émergent. Le tarot est un système symbolique incroyablement riche et sophistiqué. Il entremêle des éléments d'astrologie, de numérologie, de mythologie et d'alchimie. Chaque détail d'une carte possède une signification. La couleur du vêtement du personnage, sa posture, les objets qu'il tient, le paysage en arrière-plan. L'étude du tarot est, par essence, l'apprentissage de ce langage universel des symboles. Et en apprenant à le maîtriser, nous obtenons une clé non seulement pour comprendre les cartes, mais aussi pour décrypter les œuvres d'art, les mythes, les rêves et, en fin de compte, nous-mêmes. Nous commençons alors à percevoir des significations cachées partout où nous regardons. Compte tenu de tout cela, il n'est pas surprenant que le tarot ait trouvé sa place, y compris dans les cabinets de psychothérapeutes. Il est crucial de préciser d'emblée, le tarot n'est pas une thérapie et ne saurait en aucun cas la remplacer. Néanmoins, certains spécialistes utilisent ces cartes ou des cartes associatives métaphoriques spéciales dont le fonctionnement est très proche du tarot comme un outil complémentaire. Comment cela fonctionne-t-il? Prenons un exemple. Un client a du mal à exprimer ses émotions ou n'arrive pas à formuler clairement son problème. Le psychologue peut alors lui proposer de tirer une carte au hasard et de décrire ce qu'il y voit, ainsi que les émotions qu'elle suscite en lui. Dans ce cas, la carte agit comme un stimulus, un point de départ pour le dialogue. Elle aide à contourner les mécanismes de défense du conscient pour s'adresser directement à l'inconscient. En discutant de l'image représentée, la personne parle essentiellement d'elle-même, mais sous une forme métaphorique et sécurisante. Cela permet de mettre en lumière des conflits cachés, des peurs ou des croyances qui seraient restées inaperçues lors d'une conversation classique. C'est une preuve supplémentaire que la force de ces cartes ne réside pas dans la magie, mais dans leur capacité à servir de catalyseur pour une introspection profonde. Cependant, malgré tous ces avantages, l'utilisation du tarot cache également une face cachée, souvent plus sombre. C'est le risque de la dépendance et du déchargement de toute responsabilité personnelle. Lorsqu'une personne commence à consulter les cartes pour la moindre futilité, qu'est-ce que je devrais mettre aujourd'hui? Dois-je l'appeler ou non? Elle cesse de se faire confiance et de prendre des décisions autonomes. Elle délègue la responsabilité de sa propre vie à de simples morceaux de carton. C'est une attitude infantile qui mène à la passivité et à la perte de contrôle de son existence. Au lieu d'analyser la situation, de peser le pour et le contre et de faire un choix éclairé, la personne cherche une réponse toute faite à l'extérieur. Ce comportement est particulièrement dangereux lorsqu'il s'agit de décisions sérieuses concernant la santé, les finances ou les relations. Les cartes peuvent offrir une direction de réflexion, mais elles ne devraient jamais devenir une béquille ou un unique conseiller. Une approche saine consiste à utiliser le tarot pour obtenir des éclairages supplémentaires sur soi-même, puis, sur la base de ces informations, à prendre une décision mûre, consciente et responsable, et ce, de manière autonome. C'est là que réside le conflit philosophique fondamental au cœur du débat sur le tarot. C'est le conflit entre le fatalisme et le libre arbitre. L'approche prédictive suppose que notre avenir est, d'une certaine manière, déjà tracé, et que les cartes nous révèlent ce scénario inéluctable.
Nous ne sommes alors que de simples spectateurs passifs dans le théâtre de notre propre destin. L'approche psychologique, à l'inverse, affirme que l'avenir n'est pas figé. Il est fait de multiples possibilités et se construit grâce à nos choix et à nos actions quotidiennes. Dans ce contexte, le tarot ne révèle pas ce qui va arriver, mais plutôt ce qui pourrait arriver si les cartes indiquent la trajectoire la plus probable des événements en se basant sur votre état d'esprit et votre comportement actuel. Si cette trajectoire ne vous plaît pas, vous avez le pouvoir de la modifier. La carte de la tour, par exemple, ne signifie pas que votre maison va s'effondrer demain. Elle signale plutôt qu'un besoin urgent de changement radical est en gestation dans votre vie et que si vous l'ignorez, ce changement se manifestera sous la forme d'une crise. Mais vous avez le choix. Soit vous initiez vous-même ces transformations de manière douce et consciente, soit vous attendez que la vie s'en charge pour vous, mais de manière beaucoup plus brutale. Dès lors que nous considérons le tarot comme un véritable outil d'introspection et d'auto-analyse, une règle fondamentale s'impose, l'importance de bien formuler ces questions. Une question incorrecte, que l'on appelle fermée, commence la plupart du temps par un « oui », « non » ou un « quand ». Par exemple, vais-je décrocher ce poste? M'aime-t-il vraiment? Ou quand est-ce que je vais m'enrichir? Ces questions vous placent dans une position passive d'attente. Elles sous-entendent que vous n'avez aucune prise sur votre situation. À l'inverse, une question correcte, ouverte, est orientée vers l'exploration et la recherche d'opportunités. Elle vous place en tant qu'artisan actif de votre propre vie. Au lieu de demander « vais-je avoir ce travail ?», demandez plutôt « que puis-je faire pour maximiser mes chances de l'obtenir ?» ou « quelle force dois-je mettre en avant lors de l'entretien ?» Au lieu de « m'aime-t-il ?» interrogez-vous plutôt « comment puis-je améliorer notre relation ?» ou « qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de construire des relations harmonieuses ?» Vous sentez la différence, n'est-ce pas? La bonne question ne cherche pas une réponse toute faite. Elle vous aide à trouver les ressources nécessaires et à élaborer un véritable plan d'action. C'est là que réside le glissement fondamental, celui qui vous fait passer de la simple divination à un travail conscient sur vous-même. Quand on parle du tarot, il est impossible de ne pas mentionner le jeu le plus populaire et le plus influent au monde, le tarot Rider-Waite-Smith. Créé en 1909 par Arthur Edward Waite, mystique reconnu et membre de l'ordre de l'Aube dorée, ce jeu a marqué une véritable révolution. Et tout cela grâce à l'artiste Pamela Colman Smith. Avant cette édition, dans la majorité des systèmes de tarot, seuls les arcanes majeures et les figures de cour comportaient des illustrations narratives. Les cartes numérales des arcanes mineurs, elles, montraient uniquement le nombre de symboles correspondant à leur couleur. Par exemple, le 7 de coupe n'affichait que 7 coupes sans aucune scène. Pamela Smith est la première à avoir illustré la totalité des 78 cartes, les enrichissant de scènes de vie quotidienne, claires et évocatrices. Ce même 7 de coupe est ainsi devenu l'image d'une personne confrontée au choix entre 7 coupes, chacune débordante de dons ou de tentations variées. Ce changement a rendu le tarot infiniment plus accessible et intuitif pour le grand public. Il n'était plus nécessaire de mémoriser des significations arides. Il suffisait d'observer l'image. L'histoire se racontait d'elle-même. C'est grâce au génie de Pamela Smith que le tarot s'est transformé en un outil psychologique si puissant. Alors, au final, qu'en est-il? S'agit-il de magie ou de psychologie? Est-ce un système de prédiction ancestrale ou un outil d'introspection contemporain? Il semblerait que la vérité, comme souvent, ne se trouve pas dans les extrêmes, mais quelque part au milieu, ou plus exactement, elle dépend de la personne elle-même qui tient le jeu entre ses mains. Le tarot est, avant tout, un langage symbolique. Or, n'importe quel langage peut être utilisé de différentes manières. On peut l'utiliser pour écrire de grands romans ou pour rédiger des dénonciations. On peut mener des débats scientifiques ou raconter des contes. Il en va de même pour le tarot. Pour certains, ce sera un moyen de se connecter aux forces supérieures et d'entrevoir l'avenir. Et si cette conviction les aide à vivre, pourquoi pas? Pour d'autres, il s'agira d'une méthode structurée pour dialoguer avec leur subconscient, une manière de mieux comprendre leurs motivations et de trouver une solution à un problème complexe. Pour un troisième, ce sera simplement une source d'inspiration,
un générateur d'idées. Il n'existe pas d'unique manière correcte d'utiliser le tarot. C'est un outil universel dont la fonction est définie par l'intention de l'utilisateur. Ce n'est pas seulement soit l'un, soit l'autre, c'est l'un et l'autre. Pour résumer, nous avons établi que le tarot n'est pas un artefact égyptien antique, mais bien un outil qui a évolué du simple jeu de hasard à un système symbolique extrêmement riche. Leur magie ne réside pas dans la prédiction d'un destin prédéfini, mais dans leur capacité étonnante à agir comme un miroir de notre subconscient, grâce aux mécanismes de projection, aux archétypes et à la force du storytelling. Le tarot nous aide à mettre en lumière nos peurs, nos désirs et nos conflits internes les plus profonds, offrant ainsi un angle nouveau sur notre situation. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tire la carte de la mort, ne paniquez pas. Ce n'est pas l'annonce d'une fin physique, mais plutôt un symbole fort d'une transformation indispensable. C'est peut-être votre inconscient qui est en train de vous crier « Il est temps de tout changer ». Et cette prise de conscience est bien plus précieuse que n'importe quelle prédiction. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous y avez découvert des informations nouvelles et intéressantes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. Ça nous aide énormément pour la visibilité. Et maintenant, voici la question principale. Après avoir entendu tout cela, quel est votre rapport personnel au tarot ? Le considérez-vous comme un outil de divination, une pratique psychologique ou simplement comme de très belles illustrations ? Partagez votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos réflexions.